Deux clés, il a trouvé une troisième, c'était une erreur. Hein. Non, c'est pas une erreur. Non, non. C'est de toi, tu parles en langage journalistique, voilà. On essaie de mettre ça. Voilà, continuez s'il vous plaît. Ok. Hein? Bon, ça dit que vous avez le code public. Dans les cas de sa découverte, on peut mettre ça à la disposition de tout le monde. Voilà, continuez. Deuxièmement, oui. Il y a la clé privée. Et la clé privée va générer, c'est ce que toi tu appelles troisième, va générer le code. Nous avons des informaticiens à la régie. Oui, ils comprennent mieux plus que moi les explications. On continue. Ok. Bon. Donc, c'est ça qui fait que, à un certain moment, pour essayer d'entrer dans les systèmes, ça devient très compliqué. Je donne un exemple domestique. Quand nous travaillons sur l'Internet, on vous dit, attention, votre message n'est pas protégé. Mais dans notre cas, étant donné que les informations sont encapsulées, c'est-à-dire qu'ils sont encerclés, enrobés, donc on ne peut pas le lire pendant que ça circule dans les circuits. Même Pentagone ne peut pas lire. Ne peut pas lire. Même la CIA. Même la CIA, c'est impossible. S'ils veulent, ils peuvent venir, on va leur monter, on va dire, ah, tout le monde va dire Erika. Bon, donc, en fait, alors, nous continuons, parce que c'est sûr, on peut le mettre en public, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, la rapidité. Le système actuel, on ne peut transmettre qu'une feuille. Nous, dans notre système, avec l'algorithme Diamant, on peut transmettre 4 feuilles à la minute. Donc, il y a la rapidité. Donc, nous sommes 3 fois plus rapides que le système existant. Et enfin, l'encapsulement fait quoi? Donc, on met en capsule, donc on protège. Hein, c'est enrobé. Ça permet que l'information, quand elle circule dans le circuit, ça ne pose pas de problème. Donc, on ne voit pas ce qui se passe. OK? Autrement, il faut chaque fois protéger. Ici, c'est protégé par le système parce que vous avez, dès le départ, la clé publique qui est doublement verrouillée et la clé privée qui est doublement protégée. À la fin, le destinataire, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a le code, on lui donne comment il doit faire le code, alors maintenant, avec son code secret, il peut maintenant déchiffrer, c'est ça le déchiffrement, il peut déchiffrer les textes qui passaient sans valeur, si on peut s'exprimer vaguement. Et enfin, ce qui est très important, c'est que la confusion renforcée entre la clé publique et le code secret fait que il existe une telle déduction impossible de la clé publique vers le code secret. Donc il n'y a pas moyen, comme a dit le professeur, d'entrer dedans parce qu'il faudra que tu fasses des recherches pendant des années, nous disons bien pendant des années, pour que tu aies la chance de découvrir qu'est-ce qui est dans ce message. Donc voilà, c'est cette complexité, cette rapidité qui fait que l'algorithme Diamant donne beaucoup plus de chances à tous les chercheurs, à tous les utilisateurs de pouvoir avoir un système qui sécurise réellement l'information. Le Congo a tout intérêt à protéger le diamant Congo. Très important. Et sa recherche, parce que si les grands mettent la main sur la recherche chez lui, c'est le Congo qui est perdant, très perdant. Diamant, en mot de la fin, comme on dit, vous regardez cette caméra, vous dites en quoi cette recherche est utile, vous êtes apparemment une solution au problème qui secoue le monde. Vous regardez cette caméra. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Donc, comme mot de la fin, donc vraiment, je dois beaucoup regretter que parfois, vous voyez que parfois, le problème de nouveau parfois fait défaut aussi. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un découvre quelque chose qui peut aider le monde entier, mais comme aujourd'hui, tous ces chiffres en termes de niveau, il faut avoir le niveau universitaire, il faut faire ceci, alors que les génies sont de toutes les époques. Alors, cette émission, je voudrais que le gouvernement de notre pays, les hommes d'affaires, les gens qui ont vraiment l'intérêt pour la science, puisque sans la science, un pays ne peut pas se développer. C'est comme ça que nous demandons. Ceux qui veulent s'intéresser à nous, surtout ce qui concerne la cryptographie, peuvent nous contacter. En tout cas, nous avons des solutions qui ne peuvent pas décevoir le monde. Merci. Et voilà. Nous avons commencé cette démarche parce que nous sommes attachés à notre pays. Voilà. Donc la République démocratique, hein, soi-disant, mais elle n'existe pas, République démocratique. C'est République à démocratiser
du Congo. Elle sera république démocratique quand il y aura le soulèvement populaire. Car le peuple congolais doit se lever pour faire la révolution. Et afin de pouvoir chasser les Occidentaux qui ont pris le Congo RDC en captivité. Vive le peuple Congo des Congo. Vive le peuple de Papa Simon Kimbangu. Vive le peuple de Mama Kipavita. Car le peuple Congo a une grande connaissance du code diamant contre les pirateries de l'informatique. Voilà, le peuple Congo est un peuple béni. Alors, les mathématiques lancent du Shango, que l'homme blanc, soi-disant, l'homme blanc dit les mathématiques, ça est eux, grandement faux. Voilà, les sources reviennent toujours aux sources, parce que la connaissance, elle sort du Congo RDC. La connaissance. Et Dieu fait toujours à ce que le Congo ait un plus. Et plus. Donc l'homme blanc, il croit, il vole. Il croit, il vole. Mais en réalité, il est en train de se casser la tête lui-même. Voilà. La vérité doit être dite. Nous allons maintenant passer à autre chose pour que l'homme noir puisse comprendre que l'homme blanc n'est pas notre ami. Oui, parce qu'il y a pas mal des Africains qui croient à l'homme blanc. Il y en a quand on leur parle par l'homme blanc leur dit, faites la conférence internationale BIS. Ils y croient à l'homme blanc. Mais l'homme blanc est un voleur, est un tueur. La conférence BIS internationale pourra se faire sur des tables rien que les Africains avec des Africains. L'homme blanc, il faut le classer de côté, parce que lui, c'est un barbare, un vendeur des armes pour tuer le peuple noir, car ils ont baptisé la plupart des dictateurs de devenir des francs-maçons, et ils ont juré, je jure, je donnerai tout à la Grande Loge de France. Mais quand ils ont juré, ils ont dit, je jure, je donnerai tout à l'Élysée. La vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Nous allons suivre maintenant autre chose. Pour bien comprendre les tactiques de l'homme blanc. Nous allons lire ici. Oui, le frère il dit, le diable apparaît toujours pour voler et dépouiller le noir. Bravo, ça c'est bien dit ça. Mais par contre, l'homme blanc, il ne peut pas dépasser l'homme noir. Non, l'homme noir dépasse toujours. Voilà pourquoi l'homme noir doit être fier d'être noir. Il est temps que l'Africain ne mette plus de produits, maquillage pour éclaircir sa peau. Non, n'éclaircis pas ta peau. Tu es noir, sois fier. Sois fier. Moi, métisse, quand j'étais au Congo-Brazzaville petit, il faisait très très chaud, mais la chaleur ne pouvait pas me détruire, parce que dedans, il y a les gènes, des gènes de Kimpavita, des gènes de Papa Simon Kimbangu. Et c'est ce qui faisait que le soleil ne pouvait pas jouer avec moi, parce que j'ai les gènes du Black Power, de l'homme noir efficace. Oui, l'homme noir doit être fier d'être noir. C'est pas pour rien ma femme, c'est pas une blanche, c'est une noire. Et la femme noire, c'est la plus belle femme. Et la femme noire, c'est la plus belle femme de la terre. C'est la lumière de la terre, la femme noire. Voilà, nous allons passer à autre chose.
Et l'homme blanc a cru qu'il est allé en Afrique, soi-disant pour coloniser. Mais il n'était pas là pour coloniser. Il n'est pas allé en Afrique, soi-disant, pour aider l'Africain, non. Mais il est venu pour piller. Piller. Et l'homme blanc veut faire croire qu'il est l'ami de l'Africain. Aucun être humain blanc politique n'est l'ami de noir. C'est tous des barbares. Nous allons suivre ce reportage pour comprendre qui est l'homme blanc. Oui, oui. Destructeur massif, voleur, pilleur, champion dans le vol, l'homme blanc, champion dans le vol. Ça a été une aventure humaine périlleuse et nous en reparlerons. Champion dans le vol, hein? Le cauchemar de Darwin avait fait scandale. Hubert Soper revient. Il nous embarque dans une vertigineuse aventure au cœur d'un des plus grands pays d'Afrique. Ça s'appelle « Nous venons en amis », divisé en deux nations. Le Soudan est devenu une proie de choix que se disputent évidemment les deux grandes puissances que sont la Chine et les États-Unis. Et sous couvert d'amitié, eh bien, les vieux démons du colonialisme et de la domination étrangère ressurgissent. Bonsoir Hubert Soper, bienvenue à vous. Vous êtes donc le réalisateur de ce documentaire Coup de poing. Ça s'appelle « Nous venons en amis ». Vous avez réalisé ce documentaire avec Xavier Liébard qui est également avec nous ce soir. Bienvenue à vous également. Avant de vous entendre, messieurs, je vous propose un aperçu pour les téléspectateurs qui n'ont pas encore vu votre film, qui sort d'ailleurs demain en France et en Belgique notamment. Aux États-Unis, il est déjà sorti, il me semble. Karine Barzegard nous présente ce documentaire. To sing the national anthem, the South Sudan national anthem. The newest nation in the world. Yeah. C'est l'histoire de la naissance d'une nation, le Soudan du Sud, et des convoitises qu'elle suscite parmi les plus grandes puissances du monde. Le nom du film, Nous venons en amis. Une phrase prononcée par des colonisateurs depuis des siècles. À bord d'un petit avion bricolé par ses soins, le cinéaste Hubert Soper s'envole à travers le pays. Dans sa ligne de mire, deux géants de l'économie mondiale. Sudan has now become the epicenter of a collision between America and China. La Chine et ses ingénieurs parqués dans des complexes ultra sécurisés, venus extraire gaz, pétrole et richesses minières. Only in mines there you'll extract the energy. 300 000 barils de brut par jour. Then, from CPR to Sudan Port. Une manne financière, un désastre écologique. Here now, the scenery is not very good. The environmental protection or something is their responsibility. Au nord, l'influence chinoise. Au sud, celle des États-Unis. Le Soudan du Sud devient la terre promise des évangélistes texans, venus apporter la bienséance et la bonne parole à coups de vêtements et de bibles solaires. When what I want is what God wants, first you must allow him to change your heart. Dieu veut les cœurs, les investisseurs américains, eux, convoitent les terres. Des centaines de milliers d'hectares raflés pour une bouchée de pain. Approximately $25,000. I don't know the document. They say, give me this. They just told you sign. I say that you sign. The men were people are signed. You are the last, you sign. Un survol du Soudan du Sud, sous forme de documentaire engagé, qui surprend et dérange, aussi bien par sa nature poétique que par ses vérités crues. La complexité du Soudan, vue du ciel, si je puis dire, on va comprendre le clin d'œil. Pourquoi avoir choisi Hubert Soper de voyager dans ce pays d'Afrique avec ce minuscule avion? D'abord, merci pour l'invitation. Ce minuscule avion, c'était un moyen de transport, évidemment, pour aller dans les endroits où on n'a pas accès, tout simplement, où il n'y a pas de route, etc. Mais c'était aussi, vis-à-vis aux autorités, une espèce de cheval de Troie, parce qu'on s'est tombé avec mon cher copilote Xavier, qui est là. On est carrément tombé du ciel et on arrivait dans les endroits où on n'était pas forcément invité ni attendu, notamment les installations pétrolières chinois et les installations militaires, tout simplement.
Et on arrivait, on disait grosso modo à chaque fois le titre du film, nous venons en amis. Ça se passait pas toujours bien vis-à-vis aux militaires, on était souvent évidemment harcelés, sous arrestation, etc. Jusqu'au moment qu'on a compris qu'il fallait se mettre en uniforme de pilote, en fait. Et on a un peu mieux survécu ce protocole. Xavier Liébard, l'idée centrale de ce documentaire, elle n'est pas vraiment relayée dans les médias. Ce conflit est souvent présenté comme étant ethnique, religieux, avec les chrétiens au Soudan du Sud. On a vu les évangélistes avec un nord plutôt musulman, des arabes, dit-on. En fait, votre lecture est très terre à terre. Il s'agit d'économie, il s'agit de stratégie. Moi, sur le film, j'étais assistant réalisateur copilote, mais aussi on a beaucoup discuté ensemble et avec le reste de l'équipe sur comment est-ce que... je pense que l'idée d'Hubert, c'était de parler des mécanismes de la colonisation. C'est-à-dire, en fait, on a beau dire et parler de globalisation aujourd'hui, aujourd'hui, les mécanismes d'hier sont encore présents aujourd'hui. Et que le principe, c'est arriver avec un discours le plus humaniste possible, piller les richesses humaines et la richesse au sol, et l'enjeu stratégique n'a pas changé. Et ce qui se passe au Soudan, ça se passe dans plein d'autres pays, exactement de la même manière. Mais ce qui est complexe, et ce que je trouve très intéressant dans le travail d'Hubert, c'est que tout à coup, il appuie sur chacun des mécanismes qui permettent, par exemple, l'accession aux terres, l'éducation des enfants, la question de, la corruption des élites soudanaises. Et il y a un vrai enjeu de comprendre cette mécanique, parce que c'est cette mécanique qu'on ne connaît pas et dont personne ne parle, en fait. Deux États, la Chine, les États-Unis, qui ont fait du Soudan un vaste terrain d'affrontement, c'est cela? Oui, en fait, le Soudan fait partie des quelques lignes de coalition entre les grandes puissances aujourd'hui. Ce qui est intéressant, cette ligne de coalition, ça traverse le Soudan, l'ancien plus grand pays de l'Afrique, qui est devenu maintenant 2 États. Et ce qui est intéressant, c'est que précisément cet endroit autour du Haut-Nil était aussi l'endroit où les anciens empires, la France et l'Angleterre, se sont confrontés il y a à peu près 100 ans pour diviser les terres et pour diviser les richesses. Et maintenant, c'est l'Amérique et la Chine, mais les mécanismes sont exactement les mêmes, en fait. Et évidemment, le mot colonialisme, c'est pas tout à fait approprié parce que c'est autre chose. Aujourd'hui, on parle un néocolonialisme peut-être, d'autant plus par exemple que cette fascination pour le Soudan est née au Texas. Quand on voit votre film, on le comprend, notamment avec ses évangélistes. En fait, l'idée de diviser le Soudan en deux et récupérer entre guillemets le Sud et les richesses du Sud est née autour du clan de George Bush, en fait. Et la première personne dans l'histoire qui avait l'idée d'exploiter le pétrole était George Bush Senior. Et c'était dans son rôle de ambassadeur américain à l'ONU, en fait. Et il proposait à l'époque, il proposait au régime dans les années 70 des images satellites où on voyait qu'il y a du pétrole. Et puis Chevron était la première compagnie qui allait creuser du pétrole. Et puis cette incrustation de pétroliers a fait, entre autres, le démarrage de la deuxième phase de la guerre civile du Soudan, et qui a coûté 2 millions de morts, quand même. Deux grandes puissances, les États-Unis et la Chine. Pour autant, aujourd'hui, on semble que c'est plutôt la Chine qui a raflé la mise, si je puis dire, s'agissant de cette ressource qu'est le pétrole. Est-ce vrai? En grande partie, oui, parce qu'en fait, les installations étaient déjà présentes dans le nord du Soudan. Et le sud du Soudan a connu une période de guerre qui était très longue, de 24 ans, en fait, c'est ça. Et donc, l'exploitation du Sud n'a pas eu lieu. Et c'est pour ça que les enjeux, en fait, de la partition sont importants, parce que c'est un territoire qui est totalement miné, qui a été miné par la guerre, qui a été miné, en fait, par des années et des années de conflit, et sur lequel l'exploitation du pétrole, comme elle n'a pas eu lieu, elle était un enjeu pour demain. Et aujourd'hui, c'est un territoire qui est extrêmement, en fait, dans une période de guerre civile, dans une période de guerre de frontières. Parce que, voilà, pourquoi est-ce qu'on ne tient pas à ce discours que finalement, l'enjeu principal, c'est les 600 milliards de dollars de pétrole qui sont présents dans le sous-sol. Peu de personnes en parlent. Pourquoi est-ce qu'on est toujours sur la question de la politique sans parler de la géopolitique? Mais pour autant, on a le sentiment, quand on regarde votre documentaire, qu'il y a un risque, c'est celui d'exonérer les acteurs locaux aussi. Vous avez posé la question? Ils sont partie prenante, en tout cas dans l'élite, c'est sûr. Parce que le principe, c'est quand même la corruption des élites. Enfin, il y a quand même un enjeu. C'est-à-dire que le pays est vendu
par les élites soudanaises aux firmes, et le film en parle bien, aux firmes occidentales, américaines, anglaises qui viennent en fait. Il y a un chiffre qui est impressionnant, c'est que quelques semaines après l'avènement du Sud-Soudan, il y avait 30% des terres qui étaient déjà vendues. Ouais. La dimension messianique, elle est présente, on l'a vu dans votre documentaire, les scènes sont hallucinantes. On est en 2015, je vois pas pourquoi ces enfants sont nus, je vois pas ce qu'ils font nus, donc on va leur apporter des vêtements, c'est ce qu'on entend dans votre documentaire. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à faire ressortir cet aspect sombre? Moi, je ne l'ai pas fait ressortir, j'ai regardé la réalité. En fait, il faut être clair de ça. Et je pense le messianisme, par exemple, pour les missionnaires chrétiens, je dirais presque extrémistes chrétiens, et pour les missionnaires musulmans, les muezzins qui viennent dans le centre de l'Afrique, les deux ont la même obsession que la nudité, c'est quelque chose de scandaleux. Les enfants nus, il faut les habiller, il faut leur apprendre l'hygiène, l'ordre, il faut qu'ils marchent au pas dans les uniformes, toute cette espèce d'héritage pathologique du colonialisme. Il y a aussi un ancien militaire britannique qui dit, en fait, peut-être qu'ils veulent vivre comme ça, mais quand on les voit, on comprend pourquoi ils sont si en retard que ça, en fait. Bah c'est les démons de la psychologie coloniale qui revient dans les paroles des ambassadeurs, qui dit nous les blancs on vient pour vous apporter de la lumière, etc. C'est une chose terrifiante. Est-ce que la Chine fait différemment? Quelle différence, Hubert Sobard, entre l'exploitation chinoise du continent africain et le colonialisme occidental, américain en l'occurrence, mais aussi français, britannique? Il n'y a aucune différence en fait. Chaque empire va chercher tant qu'il peut des ressources. D'une certaine manière, les Chinois sont presque plus francs, presque moins hypocrites parce qu'ils ne viennent pas avec la Bible, avec les modèles, comment il fallait vivre, ils viennent juste pour piller. On ne va pas changer de mode de vie, on vient profiter des ressources. Les médias, il en a beaucoup été question, ça a fait polémique parfois sur la couverture des conflits successifs au Soudan et au Soudan du Sud. Xavier Liébard, il y a une image qui apparaît, c'est quasiment subliminal, celle de George Clooney. Le moins qu'on puisse dire, c'est que dans les médias occidentaux, elle n'était pas vraiment subliminale, il était omniprésent quand on parlait notamment du Darfour, du Soudan du Sud. Pourquoi ce choix de le montrer rapidement? Je laisserai Hubert intervenir sur cette George Clooney. George Clooney, c'est un monsieur très sympa, on l'a rencontré au Soudan. C'est un acteur. Il est acteur et il fait partie des gens qui essayent de faire du bien. Et il vient comme nous, en ami. C'est le titre du film, Nous venons en ami. Et qui fait comme nous cinéastes, partie d'un grand système qui est dans l'ensemble dévastateur. Mais lui, l'acteur Clooney, il fait son mieux, il a le cœur au bon endroit. Il pense bien faire en fait, comme mais il fait du bien aussi. Il fait du bien aussi dans ce qu'il peut faire. Mais il fait aussi partie d'un système qui est dans l'ensemble, qui mène au monde dans lequel on vit. Justement, terminons par ça, si vous le voulez bien. Peut-être pour vous, Xavier Liébard, en quoi ce film, votre documentaire, est-il selon vous, d'une certaine manière, emblématique de l'état de notre monde? Vous voyez comme tout le monde ces images. Il me semble que vous êtes franco-autrichien, si je ne m'abuse. On voit ces images qui viennent aussi d'Autriche. Peut-être un mot là-dessus? Ça fait 20 ans que je connais Hubert et c'est un cinéaste de grande qualité parce qu'il a cette capacité d'aller montrer en fait une autre face du monde en fait qui n'est pas montrée. Et je pense que dans sa manière de concevoir des films, il y a quelque chose de confrontation au terrain, d'aventure totale, de la manière en fait de Saint-Exupéry en fait avec un petit avion, de prendre tous les risques physiques pour oser soutenir une conscience politique. Et ce que je trouve le plus fort dans ce film, c'est cette idée de tenter de réveiller la conscience africaine. Elle existe, elle est présente à tout moment dans le film en disant demain la solution, elle sera africaine, elle ne sera pas européenne, elle ne sera pas américaine, il faut qu'elle soit africaine. Le film est déjà sorti aux États-Unis. Il est en lice pour concourir aux Oscars dans la catégorie documentaire. Est-ce que les Soudanais pourront le voir, votre film, Hubert Sobard? Ça c'est une bonne question et je peux vous dire deux parties de réponse. Les Soudanais, c'est difficile à répondre parce que qui c'est les Soudanais? Évidemment, l'élite soudanaise, elle est peut-être devant la télé, et, elle nous voit maintenant, elles sont peut-être un peu mises en question. Et les gens dans les villages qu'on a filmés, en grande partie, sont même plus vivants, parce que les villages qu'on a filmés autour des champs de pétrole, ils étaient rasés à terre, brûlés. Les gens sont maintenant 2 ans après la fin du tournage, il y a une espèce
feux de brousse en fait, des gens qui sont chassés, ils sont devenus réfugiés, déplacés à l'intérieur du pays. Et d'ailleurs, ça fait très bien lien à ce qui se passe maintenant en Europe. Nous, en Europe, on voit maintenant le résultat de notre politique des siècles, qui était une politique de mépris et Merci beaucoup pour ce témoignage. Rappelons d'ailleurs qu'il y a toujours une guerre civile dans le Soudan du Sud entre les hommes du président actuel Riek Machar, enfin l'ancien rebelle Riek Machar et le président actuel Salva Kiir. Merci à tous les deux. Le film sort demain en France, en Belgique également ce mercredi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle... Voilà. Donc nous avons suivi la connaissance triomphera. Mais nous allons revenir. L'homme blanc, occidentaux politiques, 666, n'est pas l'ami de l'homme noir, n'est que un grand voleur, champion dans le vol, pillage immense des minerais. Il donne des armes aux Africains pour que les Africains s'entretuent. Et pendant ce temps, eux, ils ont quoi? La même mise sur des milliers de richesses minières. Pillage. L'homme blanc, spécialiste dans le vol, spécialiste dans le mensonge. Oui, très spécialiste. Spécialiste dans des dossiers pour accuser des gens dans des tribunaux. L'homme blanc, spécialiste dans le mensonge. Et la plupart des juges qui condamnent les gens 20 ans, 30 ans d'emprisonnement sont que des malfaiteurs, des malfrats, spécialistes dans la mafia avec des dictateurs africains. Et vous regarderez bien, si vous fouillez bien les juges, ils sont dans pas mal de paparasses de magouilles. La France-Afrique. La France-Afrique, oui, toujours la paparasse de la magouille immense. Le franc CFA, détournement immensement des richesses en Afrique. Oui, le franc CFA est une monnaie hitlérienne, une monnaie des nazis, pour tuer le peuple noir. Voilà pourquoi le titre que j'ai mis dans ce direct est un titre poignant, est un titre qui montre qui est l'homme blanc. Oui, nous venons en amis. L'homme blanc dit nous venons en amis. Est-ce que réellement l'homme blanc peut être l'ami de l'homme noir? Je ne pense pas. Ils ont pris le corps du père Tshisekedi en otage. Oui, à la morgue de Belgique. Oui, et les Belges, ils ont en eux un virus plus dangereux que Ebola, plus dangereux que le sida. Comment garder le corps d'un vieux, d'un papa bantu dans la morgue des années? Mais ils sont psychopathes, mythomanes, ces Belges. Chez nous, le peuple bantu, il y a nos coutumes qui devront être respectées. Mais plus rien n'est respecté avec les Belges. Plus rien n'est respecté avec les Allemands. Plus rien n'est respecté avec les Américains de merde et la France de merde, qui croient qu'ils ont l'autorité de jouer avec le peuple noir, d'écraser le peuple noir. Mais en réalité, ils n'ont pas le droit. Celui qui a le droit de sa vie, mais c'est l'être humain noir qui est le patron de sa vie. Mais l'être humain blanc vient démontrer autre chose. Nous allons continuer. Vive la vérité et la vérité triomphera. Nous allons écouter. Hein? L'émission de tous les cinémas du monde, une émission qui est entièrement consacrée cette semaine à un cinéaste dont le film nous avait vivement impressionné lors du festival de Berlin, voici 2 ans, parce qu'il montre un pays qu'on a peu l'occasion de voir au cinéma, le Soudan,
Parce qu'il montre aussi d'une Afrique livrée au pillage des grandes puissances, Europe, États-Unis, Chine, mais aussi pillage interne, si je puis dire, par ses propres dirigeants. Bonjour Sophie. Bonjour Elisabeth, bonjour à tous. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui dans tous les cinémas du monde le cinéaste Hubert Sauper pour son nouveau film Nous venons en amis, dont RFI est partenaire. C'est à la fois un film d'aventure, façon Tintin reporter, c'est une aventure, ça a été une aventure humaine périlleuse et nous en reparlerons. C'est aussi une réflexion puissante sur le néocolonialisme. Alors Hubert Sauper, Sophie, c'est un documentariste de renom. On peut même dire que c'est l'un des rares documentaristes au monde dont le nom est connu du grand public. Oui, bonjour Hubert Sauper. Bonjour. C'est surtout votre deuxième documentaire, Le cauchemar de Darwin, qui vous fait connaître du grand public. En France, c'était en 2005. Séquences chocs qui ont marqué les spectateurs, vous montriez des ravages de l'exploitation industrielle par les Occidentaux d'un poisson, la perche du Nil, qui avait littéralement dévoré ce qui vit dans l'immense lac Victoria côté Tanzanie, mais aussi l'écosystème environnant, créant des emplois certes, mais détruisant l'environnement, et puis aussi lié au trafic d'armes. Bref, les ravages de l'ultralibéralisme et de la mondialisation dans cette Afrique des Grands Lacs. Immense succès critique et public de ce film, sélectionné pour l'Oscar du meilleur documentaire et qui a obtenu une brassée de prix, dont celui du meilleur film documentaire européen et puis le César du meilleur premier long métrage en 2006. On en connaît qui n'ont plus jamais mangé de perche du Nil après avoir vu votre film, Hubert Sauper. Difficile polémique aussi, née après la sortie et le succès du film, remettant en question certaines séquences. Alors on pouvait penser qu'un tel succès allait vous ouvrir grand toutes les portes, vous faciliter les choses. Et puis voilà, 10 ans ont passé. Pourquoi 10 ans entre Le cauchemar de Darwin et ce nouveau film, Nous venons en amis? Oui, bonjour d'abord, merci de me recevoir. Vous avez fait le résumé. Moi, je préfère évidemment parler de mon nouveau film que du cauchemar de Darwin. Mais je veux dire, ça a été long à monter ce nouveau film. Ça a été plus compliqué. Ben, écoutez, je travaille les années pour à chaque film. Et la raison, c'est que je vais dans des territoires tellement difficiles physiquement et intellectuellement que ça prend son temps, ça prend une grande tranche de vie à chaque fois. Et puis le film montre aussi pourquoi, si vous voyez le film, montre aussi pourquoi c'était une entreprise aussi complexe et délirante en fait. Et pour ce film, Nous venons en amis, qui est un film sur quelque chose tellement énorme qui est quasiment pas possible de décrire dans un livre ou un film. C'est sur l'âme de l'Europe, sur la pathologie du colonialisme qui est encore vivante, et grosso modo sur l'histoire de notre continent et du continent voisin, l'Afrique, et de cette dialectique qui nous connecte, et qui est une dialectique très déséquilibrée, que tout le monde le sait. Et je pense qu'il y avait 3 phases dans les siècles passés qui se ressemblent très fort, 3 phases de l'histoire, qui étaient l'esclavagisme et la colonisation et la mondialisation actuelle, qui sont 3 phases d'humiliation de l'Afrique. Et Le cauchemar de Darwin, mon dernier film, a décrit la dernière phase, et maintenant, Nous venons en amis, est une tentative de faire sortir par le cinéma les démons, démasquer les démons de la colonisation, on dit en anglais mindset, de la pensée, de l'état d'esprit, de l'idéologie presque. L'idéologie, voilà, et des conséquences. Et d'ailleurs, on veut bien croire que cet esprit fait partie du passé, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et je pense que la division de l'Afrique est une phase clé de la colonisation, la division par les puissances européennes. Et pourquoi j'ai fait ce film au Soudan, Nous venons en amis, c'est que le Soudan, c'était la dernière
épisode, le dernier acte de la division de l'Afrique, en fait. Alors, le Soudan, justement, il faut le préciser, parce que c'est presque un cas d'école. Il faut dire aussi, Hubert Soper, que vous avez tourné donc avant le référendum de janvier 2011, donc qui a conduit à la naissance du Sud-Soudan. Donc c'est une éponge à pétrole, donc réellement livrée à tous les appétits des puissants. C'est un pays qui est traversé par des tensions ethniques, religieuses et diverses très fortes. Alors, pourquoi vous avez eu envie de faire un film spécifiquement au Soudan? On va en parler, mais avant, je voudrais vous faire écouter ce reportage de Ghislaine Dupont, donc journaliste à RFI, qui a été assassinée en novembre 2013 au Mali avec Claude Verlon. En janvier 2011, elle était au Soudan, justement pour le référendum. Les électeurs soudanais se sont fortement mobilisés pour cette première journée de vote. Ils se sont déplacés en masse et avec enthousiasme pour choisir leur avenir et leur destin. Un futur qui devrait aboutir à la sécession. Ici, tout le monde semble avoir décidé de rompre avec le nord du pays. Ce divorce annoncé aura-t-il de graves conséquences? Il reste en tout cas de sérieux litiges à régler. Celui du partage des richesses pétrolières, par exemple. 75% de l'or noir coule au sud, mais doit être raffiné et évacué au nord. Pour l'instant, Khartoum et Djouba n'ont pas encore trouvé d'accord. Pour cet ex-officier de l'ancienne armée rebelle du Sud-Soudan, qui patiente dans une file d'attente, il n'est pas question de partager ses ressources. Ce sera un arrangement entre notre gouvernement et ceux du Nord. Nous n'allons pas partager notre pétrole. Nous paierons la location du pipeline et des installations portuaires, mais nous ne partagerons pas le pétrole, pas même une goutte avec eux. Autre question épineuse, celle de la délimitation de certaines zones frontalières contestées par le Nord. L'ancien officier accuse Khartoum de mauvaise foi. La démarcation est très claire, c'est celle laissée par le colonisateur britannique. Toutes les données sont là, toutes ces histoires sont fabriquées par le Parti national du Congrès. C'est l'arrogance de Khartoum qui a empêché le référendum à Abyei. Mais il aura lieu, que ça leur plaise ou pas. Abyei fait partie du Sud-Soudan. Tous ces obstacles vont être levés. Si, comme l'annoncent tous les pronostics, l'issue du vote consacre la partition du Soudan, les deux gouvernements, nordistes et sudistes, disposeront de 6 mois, après le référendum, pour trouver un terrain d'entente sur ces questions. Ghislaine Dupont, Djouba, RFI. Hubert Soper, on entend bien dans ce reportage de Ghislaine Dupont le difficile partage du pétrole, la menace de la guerre et puis bien sûr tous les prédateurs que cette richesse peut attirer. Est-ce que c'est cette conjonction qui vous a donné envie de partir au Soudan? Oui, en fait le Soudan, donc le film Nous venons en amis, évidemment le titre même c'est le mensonge principal de notre époque, presque des siècles derniers aussi. Donc c'est un titre cynique ou ironique peut-être. Et il y a quelques années, donc il y a 4 ans, c'était encore le plus grand pays de l'Afrique, le Soudan, s'annonçait à se diviser en deux. Et cette division était communiquée comme une nécessité de diviser les chrétiens et les musulmans, de diviser le sud et le nord, etc. Mais au fond, la nécessité de cette division, c'était une division, encore une fois, impérialiste, en fait. Oui, parce que vous dites que, en fait, quelques semaines après la création du Sud-Soudan, 30% du sous-sol et donc du pétrole soudanais avait déjà été vendu à des multinationales. Oui, après et avant, en fait. Souvent dans les zones de conflit et de guerre, les conflits sont menés à cause des ressources et aussi grâce aux ressources, c'est-à-dire il y a des compagnies et des États qui investissent dans les miliciens, dans les guerres civiles aussi, parfois cachées, parfois ouvertement, pour préacheter, par exemple, le pétrole qui est encore dans la terre. Et donc c'est une logique infernale et le problème est que cette logique est souvent camouflée par nos médias parce que nous, les Européens ou les Américains ou les Chinois, nous sommes capables d'écrire notre histoire. Notre récit, ça devient l'histoire. Mais quand on est sur place et quand on voit l'histoire à travers des yeux des gens au centre de l'Afrique, ça devient tout autre chose. Donc ça fait partie du problème d'ailleurs de toute époque historique, l'époque coloniale aussi, c'est que l'histoire du colonialisme était écrite par les colons, tout simplement. Par les vainqueurs. Ouais. Et là, c'est une nouvelle forme de colonialisme, une forme qui ne dit pas son nom, qui dit nous venons en amis justement pour vous aider à développer votre pays.
C'est ça. Et quand vous parliez du partage, il y a une sorte de nouveau partage, mais beaucoup plus tacite que celui qui avait été opéré effectivement par les grandes puissances européennes au XIXe siècle. Et ce que vous montrez dans votre film, c'est une sorte de partage plus insidieux, avec d'un côté les Chinois qui seraient plus au nord et les Américains au sud. En fait, rétrospectivement, le colonialisme, les opinions se partagent, mais c'est une espèce de crime très, très complexe, en tout cas à mon avis. Mais vous, comment vous travaillez, Hubert Soper? C'est-à-dire que vous passez votre temps à lire, j'imagine que vous êtes très très documenté sur l'Afrique, ou est-ce que c'est un fait particulier qui s'est produit au Soudan qui vous a donné envie de partir là-bas? Parce que c'est quand même pas rien de faire un film dans ces conditions, enfin, dont on parlera tout à l'heure. C'est très dangereux. C'est dangereux, oui et non. Enfin, ce qui est le plus dangereux, c'est quand on ne fait pas ce qu'il faut faire dans la vie. Dans la vie, c'est une question philosophique. Parce qu'il y a plein de gens qui nous disent que c'est dangereux de faire des films comme ça, mais je pense que c'est aussi dangereux de travailler une vie pour une banque et se rendre compte à 60 ans qu'on aurait dû faire autre chose. Donc le danger, c'est une chose relative. Et évidemment, je travaille, comment dire, un peu comme... je suis un peu un chercheur naïf. En fait, je pose des questions naïves. Comment ça se fait que le monde est ainsi? Comment on en arrive là? Comment c'est possible que le récit est aussi différent que la réalité que je vois quand on est dans un endroit à la fin de la planète et les investisseurs ou les développeurs d'outre-mer disent que tout va être bien, c'est génial, c'est le développement, c'est le progrès qui arrive. Et on voit déjà, en fait, quand on étudie un peu l'histoire, on voit déjà l'abîme derrière et le mensonge derrière. Donc mon travail, c'est surtout exprimer la fascination, je pense, des choses que je vois. C'est-à-dire, c'est la fascination de la beauté d'une personne, de sa pensée, la beauté d'une voix, et aussi de la face cachée des choses. Je peux filmer de manière très proche un chef de guerre qui porte dans son regard toute la tragédie de cette guerre, toute l'histoire coloniale dans son âme. Et je fais avec ma camarade ensemble cette tragédie, si tu veux. Mais c'est aussi la tragédie qui m'intéresse, c'est aussi la fascination, si tu veux. On peut être fasciné par plein de choses, par la beauté et par l'anime, si vous voulez. Mais l'excitation de faire un film, ou la nécessité de faire un film... Donc voilà, l'homme noir doit comprendre que l'homme occidental, 666, politiqueur, n'est pas l'ami de l'homme noir. Car Général de Gaulle avait su bien le dire. La France n'a pas d'amis, mais la France, elle n'a que ses intérêts. Mais voilà! Et le peuple noir doit comprendre que les Occidentaux, 666, ne sont pas les amis ni les parents de l'homme noir. Mais l'homme noir doit sortir de l'imbécilité de l'aliénation biblique. Car l'homme blanc utilise toujours la Bible. Car le titre de mon direct prouve. Nous venons en amis. Le plan satanique des Occidentaux, 666. Les Africains depuis quand vous avez des amis blancs politiques, tous est égal. Le plan du grand pillage des richesses en Afrique. La stratégie, toujours avec la Bible. Encore la Bible. Africain ouvre les yeux. Voilà, l'Africain doit ouvrir ses yeux grandement. Parce que pas mal des Africains sont convaincus de l'homme blanc. Regardez l'homme blanc. Il arrive en Afrique, il n'a pas de visa. Et directement dans son passeport, attendez, je vais donner l'exemple avec un de mes passeports. Vous allez voir comment l'homme blanc joue en Afrique. Et ça, j'ai vu ça en 2005.
au Congo-Brazzaville chez moi. Attendez. Donc, à l'intérieur du passeport, l'homme blanc, qu'est-ce qu'il fait? À l'intérieur du passeport, il met de l'argent et il vient devant les polices des frontières. Il donne le passeport. Et le policier, dès qu'il prend le passeport, il le met comme ça, il voit des billets d'argent. Et l'homme blanc a mis 30 à 40 000 francs CFA. L'homme africain, qu'est-ce qu'il fait? Le police des frontières, il prend l'argent, il met directement à côté, par exemple, où il y a son téléphone. Et il prend le passeport et met une signature, il met un cachet, clac. Et il prend le passeport et donne à l'homme blanc. L'homme blanc voleur. Et ça, j'ai vu ça au Congo-Brazzaville, quand j'étais allé à Brazzaville. Excusez-moi, mes papiers, mon passeport est tombé, mais je vais le ramasser après. Ça, j'ai vu ça en 2005 au Congo-Brazzaville. Un blanc qui n'avait pas de visa. Un Français, il a mis l'argent et il a donné au policier de frontières. Et on lui a laissé passer. Et ça se passe comme ça en Afrique. Mais est-ce qu'en Europe, un policier, il peut être corrompu? Je ne pense pas. Vous voyez? Vous voyez? L'Africain laisse rentrer des pyromanes, des voleurs qui viennent inspecter l'Afrique pour voler. Pour voler l'Afrique, et ils se disent permis à tout. Ils viennent pour piller les minéraux, ils viennent pour enceinter nos femmes, ils viennent pour violer nos enfants. L'homme blanc, pyromane, pyromane. Et ils ont pris le Congo RDC en captivité. Voilà. Nous allons suivre autre chose, car la connaissance triomphera. Oui, la connaissance triomphera. Et Dieu, il est pour la connaissance. Voilà. Nous allons suivre quelque chose de très intéressant. Nous allons suivre une grande dame qui va bien parler. Voilà pourquoi, peuple africain, soyez fiers de la femme noire. La femme noire, c'est la lumière. Et femmes africaines, arrêtez de mettre les fausses perruques sur vos têtes. Arrêtez de mettre des tissages pour ressembler aux vampiresses des petites blanches. Arrêtez de défriser vos cheveux. Laissez vos cheveux bouclés. Car Maman Kimpavita,
elle ne défrisait pas ses cheveux. Papa Simon Kimbangu ne mettait pas de crème sur sa tête, restait intacte, car la femme noire et l'homme noir ont des valeurs de connaissance. Aujourd'hui, l'homme noir est perdu par rapport à la jalousie, la haine. La jalousie et la haine. Et en même temps, spiritualité venant d'ailleurs. On lui amène les mosquées, on lui construit des mosquées, on lui donne les Corans, et l'homme noir devient musulman. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre un tapis, il fait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et l'arabe, quand il voit ça, il se met à bien rigoler, à dire voilà un imbécile. Et l'homme blanc également, avec des églises catholiques, ils construisent en Afrique. Vous entendez des cloches, guingong, guingong, guingong. Pas mal de parents africains vont dans des églises. Et l'homme blanc, 666, les multinationales voleurs, ils sont en Afrique. Quand ils voient les Africains aller dans des églises, ils rigolent. Parce qu'eux, ils savent qu'ils sont là pour voler les minéraux immensément en Afrique. Car un multinational ne connaît pas la Bible, hein. Il ne connaît pas la chaîne, le chapelet, je vous salue Marie, il ne connaît pas ça. Il connaît ni je vous salue Marie, plein de grâce. Il connaît ni notre Père qui est aux cieux. L'aliénation. L'aliénation, l'homme blanc a bien joué avec la tête de l'homme noir. Voilà. La vérité doit être dite. Nous allons suivre cette grande dame. Promeut en ne reconnaissant pas toute la dynamique de l'identité dans ses livres, l'expérience des ministres dans ses livres, et en particulier dans un livre qui s'appelle Le viol de l'imaginaire, et qui, c'est là où j'ai fait connaissance d'un travail, la lecture de ce livre. Ce livre présente un petit peu, je dirais, une grille de lecture qui est la grille de lecture de Traoré, des rapports entre l'Occident, l'Europe, la France et les pays africains. Une grille de lecture qui est justement, qui est sollicitée pour mon intérêt, qui a retenu plutôt tout à fait mon intérêt, par son originalité qui est complètement surprenante pour un sociologue, mais par justement une façon d'appréhender cette émergence, ce développement de l'Afrique à travers des grilles de lecture et des façons de penser qui ne sont pas celles que nous avons l'habitude de spontanément, je dirais, voir développées par les moyens d'information ou même par les débats en France.
France, une lecture qui met l'accent sur, en quelque sorte, la fermeture ou l'enfermement culturel, idéologique, l'enfermement, c'est un mot un peu fort, la fermeture idéologique de l'Afrique sur elle-même, que l'Europe ou l'Occident promeut en ne reconnaissant pas toute la dynamique de l'identité et surtout des civilisations africaines, une dynamique qui est constamment, qui est en quelque sorte niée, une dynamique culturelle et une dynamique de vision du monde, qui est niée par des propres constructions qui sont les nôtres, constructions qui ne prennent pas en compte ni les façons de penser, ni les héritages, ni les intérêts, souvent des Africains. D'une manière plus anecdotique, j'avais fait connaissance d'un travail comme beaucoup d'entre nous sur les écrans de la télévision française. Attendez, excusez-moi, je vais faire passer ce blanc-là parce qu'on a besoin d'écouter la maman africaine. On a besoin d'écouter la maman africaine. Oh, il fait que parler. Pourquoi il ne va pas dans le musée de France? En Chine également. Et je suis très heureuse d'être ici cet après-midi en face de vous, avec vous, pour parler de l'Afrique. Vous m'avez demandé de parler de l'émergence. Il m'est difficile d'y croire au regard de l'état des lieux précisément aujourd'hui. Je dois dire que excusez-moi, j'ai rarement été... J'invite aux hommes politiques de Ali Bongo. Ali Bongo, PDG des ordures. J'invite ces hommes politiques d'être dans ce direct pour voir ce que cette grande dame va dire à propos de l'émergence. Parce qu'au Gabon, Ali Bongo, PDG des ordures, aime bien bluffer le peuple gabonais avec l'émergence. C'est comme au Congo-Brazzaville, avec 8%. Nous appellerons maintenant le Congo Brazzaville. Ça ne sera plus Brazzaville, Brazzaville. Parce que Congo-Brazzaville de 8%, Sassou 666, Cayenne 8%. Il commence aussi à parler de l'émergence. Mais l'émergence sort du rouillage de la loge sataniste française. C'est de là-bas d'où sort le mot émergence. Et c'est de là-bas où sort la table ronde. Et c'est de là-bas où sort le dialogue national. Qui ne sont que du blablabla pour bluffer le peuple noir. La vérité doit être dite. Le peuple noir, toujours dans l'aliénation, toujours pour mentir le peuple noir. On lui parle table ronde, on lui parle émergence, on lui parle du dialogue. Mais comment vous pouvez faire table ronde avec des assassins? Comment vous pouvez parler de émergence avec des assassins? Comment vous pouvez parler de dialogue avec des criminels? Incroyable mais vrai. Est-ce que l'homme blanc était assis pour parler avec Hitler? Quand Hitler a pris la France en otage, quand Hitler a pris l'Angleterre en otage, l'Espagne, l'Italie, il n'y avait pas de dialogue, il y avait la guerre. Et c'est comme ça que l'Africain doit comprendre. Pour libérer ta terre, il faut prendre des armes et se battre. Il n'y a que comme ça pour libérer l'Afrique. L'Afrique ne va pas se libérer avec une signature de soi-disant des colonisateurs, tous des menteurs, tous des assassins.
Il vous parle des pays de droits de l'homme. Liberté, égalité, fraternité. Mais grandement faux. C'est liberté, mensonge. Égalité qui veut dire la mafia. Fraternité qui veut dire nous allons terminer avec vous l'homme noir. Mais c'est ça. Maintenant, pays de droits de l'homme qui veut dire la mafia sur la mafia de la France-Afrique, des détournements immenses, des mallettes de fric et fric. La vérité doit être dite. Est-ce qu'on a besoin de traîner